Je suis directrice commerciale et directrice technique sur la partie GTB du bureau d'études Enera Conseil et fondatrice également. Et je suis accompagnée de Jacques Perrin. Bonjour à tous et à toutes. Je m'occupe du réseau immobilier du groupe Tressol Chabrier, qui est un groupe automobile dans le sud-ouest de la France. Alors pour cette conférence, on a décidé de l'animer un petit peu et de lui donner un thème particulier parce que quand on a déployé la GTB sur le groupe Tressol Chabrier, c'était un petit peu une conquête de l'Ouest, alors du Sud-Ouest en l'occurrence, parce que c'était déjà pour nous la première fois qu'on déployait ce système-là à très grande échelle. On va en reparler, mais c'est aussi de manière générale un secteur de bâtiment qui est peu adressé par la GTB. Donc ça a été une découverte pour nous, avec, vous allez le voir, des hauts et des bas, mais on s'en est sorti. Alors, le contexte aujourd'hui, donc Tressol Chabrier, c'est une entreprise familiale qui a un peu plus de 40 ans, créée en 1983 par monsieur et madame Chabrier. Aujourd'hui, c'est un groupe automobile qui continue de se développer, tant en interne que de la croissance externe, avec ensuite une réussite qui s'accompagne non seulement d'un développement d'exploitation, mais également par le fait d'être propriétaire de la plupart de ces bâtiments. On sait dire également que c'est un groupe qui a une continuité. La relève, les enfants sont derrière et vont bientôt prendre le relais. Alors, c'est une centaine de sites bâtis entre 1970 et jusqu'à récemment, donc vraiment sur un territoire quand même très large également. La thermorégulation, c'était quelque chose où tout d'un coup on a commencé à en parler après les années Covid et on s'est posé des questions. Voilà. Il y a l'aspect réglementaire, mais pas que. Derrière, il y a aussi tout un fondement, un credo. Avec le fait de dire il faut que le bâtiment perdure, mais également une génération de repreneurs qui est complètement concernée par l'actualité aujourd'hui de la décarbonation. Alors voici un exemple d'un garage. Un garage, il n'y a rien qui ressemble plus à un garage qu'un autre garage. On a plusieurs types de zones qui ont des fonctionnements différents et des atteintes différentes. On va voir les zones showroom, où là, on va demander un confort un peu plus important puisque on reçoit les clients. On a des systèmes de chauffage et de climatisation qui sont globalement récents. L'objectif, c'est d'assurer le confort pour les clients. On a la partie arrière, souvent, qui est la partie carrosserie, atelier. Et là, on a un bâtiment métallique avec pas d'isolation générale, des portes ouvertes parce qu'il faut faire rentrer et sortir les véhicules, et des ouvriers qui travaillent, donc qui sont actifs. Du coup, on a plutôt des systèmes de type radiant gaz, aérotherme gaz, et des consignes qui sont plus basses que dans les showrooms. Très peu de climatisation, ça arrive, parce qu'on est dans le sud-ouest, on ne l'oublie pas, donc ça peut monter vite en température. Et puis évidemment, on va avoir les parties bureaux qui ont là un confort plus classique pour des bureaux, avec quelques zones non chauffées. Donc si on regarde la photo de droite, sur un bâtiment qui fait à peu près 1500 m², on a 24 zones chauffées et ou climatisées, enfin pour certaines climatisées, avec des usages spécifiques. Alors, rapidement, voici le type d'installation qu'on peut retrouver dans un garage. Donc, vous avez un aérotherme gaz ancien qui a probablement 15-20 ans. Un monosplit dans les bureaux, pareil. Des fois, on tombe sur des choses, on a l'impression que ça a été acheté chez Alibaba. La partie showroom, là, on le voit plus récente avec un VRV. Et tout un tas d'autres radiateurs électriques dans les vestiaires, etc. Donc il faut arriver à faire discuter tout ce petit monde ensemble pour pouvoir piloter et raisonner l'usage et la consommation d'énergie. Donc, comme vous le voyez, un challenge technique. Donc on a sur, je le rappelle, 62 sites qu'il faut équiper en 6 mois. Ça représente à peu près 3900 modules à installer, donc des capteurs, des passerelles, des automates. Je le rappelle, sur des sites en activité, avec
des parties avec des clients, donc il ne faut pas être trop présent, avec des voitures qui rentrent et qui sortent, donc quand il faut aller mettre des passerelles en hauteur, c'est compliqué. Des sites qui sont parfois en travaux, donc qui sont en train de modifier les showrooms, parce que ça, c'est quelque chose qu'on fait régulièrement dans des garages, répartis sur 40 000 mètres carrés, donc c'est un grand territoire. Voilà, il y a quand même pas mal de choses à prendre en compte. Et du coup, aussi, de notre côté Enera, une volonté de déployer un système innovant utilisant les nouvelles technologies. Donc, finalement, assez peu de retours d'expérience sur l'usage de ce matériel-là, avec chez nous une équipe en plein développement. Donc, voilà, on a fait un peu des tests. Donc, très clairement, on leur a demandé de travailler comme si on était sur la conception d'un bâtiment, c'est-à-dire en conditions live, comme une entreprise qui fait du BTP pour nous. Alors, effectivement, ce challenge, c'était de dire que vu le patchwork d'installation qu'on proposait, de tout âge, que je vous disais, des bâtiments qui ont plus de 50 ans, mais également des fois du matériel d'origine, on a des restructurations qui ont été faites de façon importante. Aujourd'hui, on resserre les garages, c'est-à-dire que sur 1000 mètres carrés, on va avoir tendance à restructurer les allocations des mètres carrés. On reconstruit nos showrooms et ainsi de suite. Donc, on a multigénérationnel, mais également, comme on le disait, du Alibaba est mieux. On a une croissance externe, donc on hérite, entre guillemets, du matériel qui est en place. Et ce matériel, on essaye de le faire fonctionner du mieux possible. Certains, il n'y a même pas de notice. Alors, les solutions innovantes, oui, câblage, pas câblage. Là, c'est quelque chose qu'on a laissé faire. On les a laissés travailler chez nous, en sachant que dans ces bâtiments avec des ossatures métalliques, également, c'était pas non plus facile d'aller chercher sur des hauteurs sous plafond qui parfois sont 8, 10, 15 mètres. On peut aller très très haut. Et puis, naturellement, comme je vous disais, c'est une approche aussi patrimoniale, c'est une approche aussi de création de bâtiments, d'amélioration. Donc, j'ai donné un budget. Voilà. Et dans ce budget, il fallait tout faire rentrer. 3900 capteurs, c'est énorme. Sincèrement, je n'avais pas du tout idée de ce que ça pouvait représenter au final. Oui, effectivement, ça a été pour nous, il a fallu qu'on se creuse la tête de trouver des solutions. Alors, quand on dit avec ou sans câblage, effectivement, on le disait tout à l'heure, on a des bâtiments avec une activité, donc un budget contraint, tirer du câble, ça prend du temps, c'est contraignant. Et donc, du coup, on est parti sur des technologies innovantes du type LoRa. On a beaucoup travaillé en LoRa. On a essayé de s'adapter au patchwork d'installation, créer de l'interopérabilité. Tout ça dans des bâtiments en ossature métallique où le sans-fil, des fois, ça passe pas très bien. Et donc, on a eu quelques déconvenues. Il a fallu qu'on s'adapte et en permanence améliorer la solution pour s'adapter à ce type de bâtiment. Et des concessions, ne pas oublier que c'est fait de bâtiments, notamment par exemple quand on vend des véhicules d'occasion, qui sont distants, 100 à 150 mètres par rapport à la centrale de communication. Alors, nous, on est arrivé en tant que bureau d'études à la base thermique, et même si on déploie cette solution, on est arrivé avec l'objectif premier de mettre en place ce système de pilotage et de régulation dans le but de faire des économies d'énergie. C'était ça notre but premier. Mais quand on vient faire des économies d'énergie, ça veut dire qu'on vient rationaliser l'usage avec des équipements qui sont en place et qui n'ont pas été forcément dimensionnés à la base pour un usage très rationnel. Donc on se retrouve avec des surprises, comme on coupe le chauffage complètement la nuit. On le redémarre quand même 1 ou 2 heures plus tôt. Mais par contre, on ne s'était pas forcément toujours rendu compte qu'on a des zones où le système de chauffage est légèrement sous-dimensionné, ou en tout cas, il n'y a pas la surpuissance nécessaire pour remonter en température. Comme je le rappelle, bâtiment ossature métallique, très peu d'inertie. S'il fait froid la nuit, on perd facilement 10 degrés. Et quand on redémarre même 2 heures à l'avance pour aller chercher la température de consigne, finalement, on l'atteint qu'à 15 ou 16 heures. Et ça pose certains gros problèmes puisqu'on vient toucher au confort de l'occupant. L'occupant étant d'un côté
les travailleurs qui sont là pour travailler dans de bonnes conditions, et de l'autre côté, les clients qui attendent un service. Très clairement. Donc, ce qu'il a fallu vraiment, c'est poser des règles aujourd'hui. C'est-à-dire que devant la multiplication, donc effectivement des installations, mais aussi du volume de sites, des enjeux, il a été décidé d'imposer une méthodologie unique qu'on a centralisée, quitte à demain à revenir sur quelque chose où on redonne la main aux équipes. Mais cette position, il a fallu leur suggérer parce qu'elle n'était pas naturelle. Ce qui fait que l'objectif a été aussi de responsabiliser ces utilisateurs. L'évidence première, ça a été de dire, mais déjà, on ne touche pas dans un premier temps à ce que vous avez, mais déjà, arrêtons de consommer quand il n'y a personne. Voilà. Les bâtiments sont vides 65 à 70% du temps. Donc, vaut mieux se concentrer que sur les 35. Et vous voyez, essayer de se dire, moi, je suis présent, qu'est-ce qui va se passer? Comment on va travailler ça? Et ça a pu se faire parce que au sein de ce groupe, je rappelle un parc d'une centaine de sites, il y a eu la prise de conscience qu'il était nécessaire de mettre une équipe en interne qui allait être responsable de ce projet-là et qui allait garder la main, en tout cas tout le temps du déploiement, et par la suite aussi avec les règles qui ont été imposées. Donc c'est l'équipe de Jacques qui s'est occupée de ça. Et nous, ça nous a facilité la tâche parce que quand on parle de confort, c'est quelque chose de très subjectif. Donc à un moment donné, il faut mettre un cadre à ce qu'on appelle confort. Alors nous, on a aussi dû un peu s'adapter à ça parce que peu importe, en fait, ça ne le regardait pas, lui, les difficultés techniques et de déploiement que nous, on avait. Si le système il est sous-dimensionné, peu importe. En fait, lui, il attend un résultat. Le résultat, il est cadré. On ne dépasse pas de 17 degrés dans les ateliers et on ne dépasse pas 19 degrés dans les showrooms. Ça, c'est le résultat. Après, à nous de nous adapter, démarrer quand il faut. Peut-être, dans certains cas, ne pas couper la nuit parce que tant qu'on n'a pas remplacé les équipements, on ne peut pas le faire. Mais voilà, le résultat, c'est ce qui est attendu. Et nous, ça nous a beaucoup aidé d'être cadré comme ça. Alors, je vous le dis tout de suite, avec des hauts et des bas. Le défi était de taille, donc on a un petit peu transpiré pour y arriver. Mais voilà, on est sur la bonne voie. Alors, les résultats, du coup, quand même. Je vais y passer rapidement parce que c'était en soi pas l'objectif principal de cette conférence. Mais globalement, on peut voir sur les 62 sites, donc on se rend compte de la quantité que ça représente, qu'il y a une partie qui surconsomme. Donc, on n'a pas encore creusé le pourquoi. Il y a des bornes de rechargement électrique qui ont été installées depuis, donc la consommation prend en compte ces installations. Et puis, on a des bâtiments qui font des économies d'énergie quand même. Ça représente la majorité, des fois avec des valeurs qui sont proches de pas loin de 100% d'économie d'énergie. On se demande même s'ils n'ont pas décidé finalement de tout couper. Et je vous rassure, ce n'est pas le cas. Il y a les installations de photovoltaïque aussi qui se mettent en place. Donc, doucement, il y a d'autres systèmes qui sont là pour faire des économies d'énergie. Donc là, on voit qu'il y a finalement plus de 80% des garages qui ont fait des économies d'énergie. 65% des garages ont fait plus que 10%, 47% plus que 20%, 32 plus que 40, 16% qui ont fait plus de 60 et les 10% qui ont fait plus de 80% d'économie d'énergie. Donc en moyenne, on n'est pas loin des 50% si on ne prend pas en compte ceux qui surconsomment. Un petit commentaire sur les résultats ? C'est évident aujourd'hui. Alors, ça nous a aussi et surtout obligés à nous poser des questions de fond. C'est-à-dire que la thermorégulation, c'est un début. Donc derrière, on a commencé à mettre aussi d'autres mesures complémentaires, passage au LED et ainsi de suite, prendre conscience aussi de quelques travaux à faire. Et il y a des réalités chiffrées qui sont là. Effectivement, les bornes aujourd'hui, c'est quelque chose qui vient augmenter nos consommations visuellement. Mais aujourd'hui, on installe les capteurs, des sous-compteurs, qui vont nous permettre de bien isoler ces différences de consommation et de vraiment faire des focus sur l'effort qu'on doit continuer de faire, sur le fait de mieux réguler dans nos bâtiments. Alors les résultats, oui, ils sont très clairs, mais donc c'est surtout un défi humain qui s'est posé. C'est-à-dire que dans le début, très conflictuel,
des gens qui se disent « mais tu touches finalement à mes acquis ». On ne tolère pas finalement qu'on vienne toucher à ces acquis dans les entreprises, alors que c'est des gestes qu'on fait naturellement à la maison. Donc il a fallu un peu de temps. Et aujourd'hui, 1 an après, on se rend compte que les gens adhèrent au fur et à mesure à ces décisions. Alors bien entendu, il y en a encore quelques-uns qui... Il y a des petits signes de grogne, parce que quand ça tombe en panne, c'est de la faute à madame. C'est jamais de la nôtre, même si l'appareil ne fonctionne pas. Vous voyez, on a tendance à vouloir faire culpabiliser et ne pas nous responsabiliser. Et vraiment, c'est pas que de l'argent, quoi. Il faut vraiment aller porter le débat sur d'autres sujets. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé, hein? Oui, l'hiver, on se couvre. L'été, on est plus à l'aise. Mais par contre, aujourd'hui, il y a quelque chose aussi très, très clairement pour nous. Il n'y a plus de malades l'été. C'est-à-dire qu'à un moment, on était certainement dans l'abus, voyez, de dire où je chauffe trop, où je refroidis de trop. Et là, aujourd'hui, les gens commencent à comprendre ça. Il y a d'autres réflexes. J'ouvre des fenêtres, je fais attention, je ventile, et ainsi de suite. Donc, on est revenu finalement à des gestes basiques qui contribuent derrière à consommer de façon minorée. Alors les leçons, d'un point de vue technique, nous ça a été clairement, il faut absolument faire un audit technique extrêmement poussé en amont pour bien avoir la compréhension à la fois de quels équipements techniques on rencontre et quelle va être la meilleure stratégie d'architecture de la solution à mettre en place. Donc, aujourd'hui, sur les garages automobiles, on a une vraie expérience. Et comme je vous le disais, un garage ressemble à un garage. Donc maintenant, on a pu aussi industrialiser la chose de manière à pouvoir déployer sur un grand parc la solution de manière quasiment industrielle. Hein. C'est un peu une révolution dans le monde de la GTB d'industrialiser ce type d'installation. Et on s'est aussi rendu compte qu'il fallait qu'on améliore drastiquement notre accompagnement du client pour expliquer vraiment ce qu'on faisait, comment on allait le faire, à la fois au niveau de l'usager, mais aussi au niveau de tout l'environnement et la maintenance comprise. Il y a un vrai accompagnement au changement. Alors, à savoir, est-ce qu'on intègre, nous, ça, dans nos équipes, cet accompagnement-là, où on se fait accompagner par des spécialistes en externe, comme des assistants à maîtrise d'usage. Mais je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on intègre. On vient toucher au confort, on vient modifier les habitudes. Il faut absolument qu'on soit présent et qu'on communique là-dessus. Alors, en effet, aujourd'hui, nous, en interne, on l'a des fois été submergé par ce qui se passait. C'est-à-dire qu'effectivement, oui, on touche à ce confort, mais il faut y aller de façon ordonnée. Donc, dans un premier temps, l'effort individuel, il ne passe que parce qu'il y a un collectif qui l'emmène. Il faut beaucoup expliquer, il faut informer. Les équipes tournent, il y a eu turnover comme partout. Il faut ressensibiliser. On voit que ce n'est pas un geste naturel de dire je consomme moins ou je fais attention. On le fait pour la maison, mais dans le milieu professionnel, c'est déjà beaucoup plus éparse comme réflexion. Ce n'est pas nous qui payons. Exactement. Et par contre, c'est nos résultats. Donc derrière, il faut faire attention à ce genre de choses. Et ce n'était pas un réflexe. Et ensuite, je suis persuadé qu'on a eu le bon modèle de fonctionnement qui était de dire on centralise la totalité de la décision, on comprend ce qu'on doit faire, on est accompagné techniquement, mais surtout d'essayer de voir comment on allait pouvoir diffuser la bonne information aux différentes équipes. Et après, effectivement, une fois qu'ils ont acquis une certaine maîtrise, connaissance et qu'ils ont adhéré au process, là, c'est de leur redonner les clés pour dire maintenant, tu te pilotes. Parce qu'effectivement, ta réalité de bâtiment, un bâtiment plein sud, il a besoin de réfrigérer, même en hiver, à certaines périodes de la journée. Donc, on ne va pas lui imposer les mêmes conditions, donc si on est à Perpignan, que quand on est effectivement à Paris. Et ça n'était possible que dans un deuxième temps, pas au départ. Ouais, et le deuxième temps, c'est important, c'est d'ailleurs, le décret Bax l'impose maintenant, c'est la partie SAV et suivi, contrat de maintenance, parce que un bâtiment, ça vit, ça évolue. Le monosplit d'Alibaba, au bout d'un moment, il ne dure pas et donc il faut le remplacer. Il faut du coup reconnecter ce nouvel équipement. On a changé les habitudes, on change aussi l'usage. Des fois, peut-être qu'un showroom est découpé et devient une partie de bureau. Voilà. Donc, il faut absolument qu'on soit présent aussi sur le long terme par la suite. Et puis, si on veut continuer à optimiser, il faut aller faire du management de l'énergie et aller chercher vraiment toutes les sources d'optimisation. Et très, très clairement, on a besoin, nous, après, derrière, d'avoir des vrais indicateurs à suivre.
pour comprendre ce qui se passe, ne pas subir l'événement, quelque chose qui ne fonctionne plus, ou au contraire des surconsommations. Encore une fois, le but c'est de maintenant réguler, ça porte bien son mot, et donc de faire en sorte que les équipes qui peuvent avoir quelques écarts reviennent dans des réalités. Eh ben, en conclusion, je dirais que ça a été une belle expérience. Hein. Ça a été une aventure, cette conquête du Sud-Ouest sur le dos de GTB. Moi, ce que j'en retiens, c'est que nous, on est des ingénieurs, on est des techniciens, mais il ne faut pas qu'on s'imite à ça. On vient toucher au confort, on vient toucher à l'usage avec la GTB. Il faut mettre de l'humain là-dedans. En plus, ça rend la chose, moi, je trouve, plus intéressante. Et faire vraiment équipe avec notre client, notre maître d'ouvrage, qui doit lui aussi, du coup, faire un peu de technique et communiquer auprès de ses équipes. Effectivement, la communication, c'est vraiment ce que j'en retiens. C'est la clé de voûte. S'il n'y a pas de communication qui s'installe, et donc un rapport de confiance, ça va être très compliqué de le mettre en place et de le faire vivre. Eh ben, nous avons fini. Merci beaucoup pour votre écoute. Et si vous avez des questions, il nous reste 5 minutes pour répondre à quelques questions. Alors, il faut qu'on mette nos casques. Oui, bonjour. Est-ce que vous avez une idée de l'enveloppe pour chacun des garages? Oui, bonjour, Philippe Coquery, Saint-Gobain. Est-ce que vous avez l'idée de l'enveloppe que vous avez mise pour chacun des garages pour votre GTB et du temps de retour sur investissement? Parce que j'imagine que ça faisait partie des calculs que vous avez fait au départ. Alors, je ne vais pas vous dire exactement combien j'ai payé, naturellement. Ce que je peux vous dire, c'est que c'était un investissement accompagné de fiches chez 2E. Donc, on a su faire avec Joséphine sur ce sujet. Qui ont été doublés à l'époque. Hein. Magnifique. Ce qui a permis qu'effectivement, il y a un temps de retour sur investissement très rapide. Et aussi, malheureusement, parce qu'on avait un contrat de fourniture d'énergie qui n'était pas favorable pendant cette crise énergétique. Ça veut dire qu'en moins de 2 ans, nous, on est rentré dans nos fonds. Aujourd'hui, il y a des sites, comme vous l'avez vu, qui vont beaucoup plus vite que d'autres parce qu'on était vraiment dans l'abus. Donc, on est revenu à des gestes normaux. Mais c'est quelque chose qui peut s'amortir très très vite du moment que c'est bien suivi et surtout bien mis en place. D'autres questions? Bonjour, vous m'entendez? Oui. Alors voilà, j'ai une question, parce que vous avez eu des systèmes qui étaient très très différents. On a pu le voir, des aérothermes, différents systèmes. Comment vous avez pu vraiment gérer l'interopérabilité entre tous? Parce qu'il y a des systèmes qui étaient très anciens. Comment pouvoir techniquement faire le lien et la passerelle entre tous? Ils n'avaient pas forcément les mêmes protocoles de communication, les mêmes accès. Comment est-ce que techniquement vous avez pu faire ce mix entre tous? On a fait beaucoup de recherches sur ce qui existait sur le marché. On est allé vraiment chercher des solutions, des passerelles très innovantes. On a fait beaucoup de tests et on a fini par trouver des... Mais je ne vous donnerai pas ma recette par contre. Mais on a fini par trouver des systèmes qui nous permettaient, en multipliant les passerelles, on est un peu obligé de faire ça. Alors de plus en plus, il y a des passerelles qui sont capables de communiquer. Par exemple, sur les VRV, il existe aujourd'hui des passerelles qui peuvent communiquer avec différentes marques. Alors qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il fallait la passerelle constructeur systématiquement. Là, maintenant, avec un seul module, on peut discuter avec plusieurs marques de VRV. Après, on est aussi beaucoup sur des systèmes qui sont en fil pilote tout ou rien. Donc bon, ça, on sait assez facilement le faire. On a des surprises des fois parce que sur un aérotherme, la plupart du temps, on va être sur du tout ou rien, mais on va tomber une fois sur un aérotherme avec une régulation un peu spécifique qui là fait un tout petit peu de régulation, mais donc du coup n'accepte plus le tout ou rien basique. Donc là, on se creuse les méninges et on essaie de trouver des solutions. Globalement, on a trouvé des solutions partout. Il y a des tranes, par exemple, ou certains vieux carriers où là, on galère, on est obligé de passer par le constructeur. Mais même en galérant, le constructeur finit toujours par nous trouver une solution avec un protocole de communication qu'on arrive à intégrer. Et moi, je rajouterais qu'on a été aussi, nous, obligés de moderniser quelques équipements trop obsolètes qui étaient en fin de vie. Ça nous est déjà arrivé de dire, non mais ça là, franchement, on a beau, on a beau s'y mettre, là on va pas y arriver.
Mais est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, je complète. Ah, non, c'est fini déjà. Merci beaucoup d'avoir été présent ce matin avec nous. Merci.